bonsoir. Bienvenue à la Maison de la Poésie pour cette rencontre entre Daniel Pénac et Silvia Avallone. Le titre, c'est L'invité de Daniel Pénac, Silvia Avallone. Alors, vous pourrez peut-être demander pourquoi on a choisi cette rencontre. Déjà parce qu'on aime bien, à Italissimo, faire rencontrer des écrivains italiens, des écrivains français. On aime bien mélanger les genres, l'âge, etc. Et aussi parce que je crois que Daniel Pénac aime beaucoup Silvia Avallone. Est-ce que c'est vrai, Daniel? Absolument. Pourquoi poses-tu des questions dont tu connais les réponses? Parce que je suis payé pour ça. Absolument. Oui, l'historique, c'est ça. C'est que quand je vais en Italie, très souvent, évidemment, les journalistes italiens me demandent ce que je pense de la littérature italienne. Alors, jusqu'à une dizaine d'années, je disais non, mais c'est magnifique. Svevo, Calvino, Gadda, etc., etc. Et Fabio, un jour, parce que vous le voyez comme ça, très, très urbain, m'a dit arrête. Con Gadda, Svevo, Calvino, On en a marre. Pirandello. Lis un peu la littérature contemporaine. J'ai dit oui, mais je ne la connais pas. Alors, il dit Avallone, par exemple. Et j'ai lu Acciaio, d'acier. Et là, ça a été un coup de foudre littéraire, immédiat. Et que la suite n'a pas démenti parce que on peut développer sur les raisons pour lesquelles Acciaio a été un coup de foudre immédiat. Mais immédiatement après, j'ai lu une petite nouvelle de Silvia qui s'appelle Le Lynx. Et alors là, sidération absolue. Je me suis dit, mais qui est cette fille? Et voilà, c'est comme ça que ça s'est... Voilà, et comme ça, tu as découvert Silvia Avallone. Alors, Silvia, je pourrais peut-être te demander, toi, comment tu as découvert Daniel Pénac? C'est mon grand-père qui m'a demandé... Voilà, c'est ça. Justement, c'est là que je voulais arriver. Mi fa molto effetto essere qui perché Ça me fait beaucoup d'effet d'être ici con Daniel Pénac. avec Daniel Pénac. Perché è da quando sono piccola che io sento il nome Daniel Pénac. Parce que j'entends son nom depuis que je suis toute petite. È vero. Perché mia mamma aveva una sorta di circolo letterario con le sue colleghe maestre. Parce que ma mère avait un club de lecture avec ses collègues qui étaient mes maîtresses d'école. E parlavano sempre di te. Et elle me parlait tout le temps de toi. E leggevano sempre te. Et elle lisait tout le temps tes livres. E quindi io ti detestavo. Donc Perché je mia te mamma non détestais. stava con me. Je te détestais, donc, parce que c'est ce dont parlait ma mère. Ma poi in effetti sei stato uno dei primi autori che io ho amato e quindi sei all'origine Et ensuite, tu as été un des premiers auteurs que j'ai aimé, donc tu es à l'origine della mia passione e del mio lavoro. de ma passion, de mon travail. Et ta passion, ton travail, donc Daniel l'a déjà dit, c'est un premier roman qui est d'acier en français, Acciaio en italien, lequel a suivi Marina Bellezza. Bon, entre-temps, il y a eu cette nouvelle dont a parlé Daniel, Le Lynx, mais bon, après, il y a eu un roman, effectivement, 3 ans plus tard, donc c'est Marina Bellezza. Et puis, aujourd'hui, La vie parfaite, nouveau roman, où on revient un peu, peut-être, au monde, aux atmosphères d'acier. Tout à l'heure, Daniel va lire un petit passage du roman. Mais d'abord, peut-être, il faudrait un peu... je te demanderai un peu de présenter ce roman. Un roman qui se passe à Bologne, où il y a un peu deux mondes qui se côtoient sans se rencontrer vraiment jamais. Un monde des gens qui habitent dans un quartier plutôt prolétaire, en tout cas des laissés pour compte. De l'autre côté, il y a la bonne bourgeoisie, il y a des histoires des maternités, il y a une jeune fille de 18 ans qui a un enfant, il y a une famille bourgeoise qui voudrait avoir un enfant et qui n'y arrive pas, et donc voilà, il y a des tensions très fortes, il y a des émotions très fortes, et il y a aussi des tensions sociales qui sont toujours là. Alors comment et pourquoi tu as écrit ces romans?
C'è un motivo banale. Io volevo scrivere un romanzo tantissimo e Daniele in questo sa quanto sia misteriosa la scrittura. Moi, je voulais surtout écrire un roman. Et ça, Daniel le sait, l'écriture, c'est quelque chose de mystérieux. E io volevo iniziare ma non riuscivo. Scrivevo capitoli e li buttavo via e poi è successo che sono rimasta incinta. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'essayais d'écrire un livre, des chapitres, et puis je les jetais à la poubelle. Et je suis tombée enceinte. E quindi tutti mi dicevano scrivi adesso perché quando avrai tua figlia tu non scriverai mai più. Et tout le monde me disait, écris maintenant parce que quand ta fille va naître, tu pourras plus écrire. E io non ho scritto niente finché mia figlia doveva nascere. Avevo così paura di questa cosa che mi aspettava, cioè mia figlia, che ho iniziato subito questo romanzo. Et jusqu'à ce que ma fille naisse, je n'ai rien écrit. Et quand elle est née, j'ai commencé parce que j'avais tellement peur de ce qui se passait que je me suis mise à écrire et j'ai commencé ce roman. E quindi questo romanzo nasce dalla paura di diventare genitore, perché cosa significa che tu a un certo punto hai tra le mani l'inizio della storia di un'altra persona? Parce que ce roman est né finalement de ma peur de devenir parent, de se retrouver soudainement avec entre les mains un être au début de sa vie qui va devenir une personne. E nello stesso tempo però la nascita, la maternità, tutto ciò che sembra così interiore, intimo, accade nell'Italia che io abito. Et tout ce sujet de la naissance de la maternité, quelque chose d'intime, a lieu dans le contexte de l'Italie, qui est le pays où je vis. E l'Italia che io abito è un paese di province e di periferie arrabbiate. Et l'Italie dans laquelle je vis, c'est un pays de régions où les gens sont en colère. D'accord. Et donc il y a quelque chose qui est lié à ta biographie, hein, parce que tu dis tu as un enfant, tu as eu un enfant, et tu écris un roman qui est en grande partie centré sur les problèmes de la maternité d'une façon ou de l'autre. Et ce qui nous ramène peut-être à Daniel, parce que le dernier livre de Daniel Pénac, alors que vous connaissez, bon, je ne vais pas vous présenter Daniel Pénac, tous les livres qu'il a écrits, etc. Bon, en tout cas, vous savez qu'il avait écrit, il était retourné à Malocène, aux aventures de son personnage très, très connu. Et donc, nous a écrit le Camalocin, première partie. Alors, donc, tout le monde attendait la deuxième partie du Camalocin. Et Daniel, au contraire, il sort avec un livre, Mon frère, un livre en grande partie autobiographique. Donc toi aussi, quelque part, tu as des péchés dans ta vie, dans ce que tu es arrivé, pour écrire quelque chose. Oui, mais... Pardon. Il m'est arrivé quelque chose qui au fond, ne m'était jamais arrivé. C'est que une nuit, le 12 juillet de cette année, exactement, je me suis réveillé à l'équerre, comme ça, avec le désir vraiment irrépressible d'écrire un livre sur un frère que j'ai perdu il y a 10 ans, exactement. Et j'avais déjà songé à écrire sur lui, mais je n'y arrivais pas, les souvenirs ne remontaient pas, l'émotion faisait barrage, je n'avais que des affects à me mettre sous la plume, rien de vivant, de concret. Et là, cette nuit-là, ce matin-là, j'ai eu le livre, sa structure, la certitude que j'allais le faire. Et d'ailleurs, une demi-heure après, j'étais au boulot. Et 6 semaines après, c'était fini. Ce qui ne m'est jamais arrivé. Parce qu'en général, c'est beaucoup plus long. Oui, tu général, doutes, tu écris, oui. Tu réécris, tu renonces, tu répares. Oui. En général, oui, je mets 5 ans. Mais alors, quand un écrivain... Ne vous laissez pas avoir par ce genre de choses, parce que quand un écrivain vous dit « j'ai mis 5 ans à écrire ce bouquin », ça veut dire en clair qu'il a mis 4 ans à ne pas l'écrire. Parce qu'il s'offre... cette forme c'est une forme très particulière de la mégalomanie, le doute absolu. Parce que quand on y réfléchit bien, douter, c'est vraiment se prendre comme si on était sorti de la cuisse de Jupiter. Qui sommes-nous pour douter? Quel est l'intérêt de douter sur tu fais ce que tu as à faire et tu la fermes? Mais non, il y a quelque chose. Et donc ça prend énormément de temps.
Tandis que là, 6 semaines. Et Après une révélation. ouais. Et donc C'est-à-dire... Et donc, 6 semaines. Et donc, comment il est... oui, tu peux peut-être raconter un peu de comment est structuré, parce qu'en même temps, c'est un roman, c'est un livre, c'est pas un roman, sur ton frère, mais en même temps sur le théâtre, Oui. sur ton activité d'acteur, autour de Barthélemy. Et donc, c'est un livre qui est fragmenté entre tes souvenirs, tes réflexions sur ton Oui, frère c'est ça, et c'est que, le oui. texte de Melville. En effet, cette nuit-là, à 5h30 là, du matin, mais c'est vrai, ça ressemble à du Claudel. La révélation. Je me suis souvenu d'un passage, je me suis souvenu du début de cette aventure Bartleby. J'ai joué pendant 2 ou 3 ans le Bartleby de Melville, je fais une centaine de représentations, et je me suis souvenu du début, de la façon dont ça s'est passé. J'étais sur une autoroute, sur l'autoroute du Sud, ce qui va de Nice à Avignon. J'étais doublé par quelque chose qui devait être une Ferrari, un machin rouge et bruyant, qui est arrivé immédiatement à l'horizon comme ça. Et je me suis dit, mon frère était mort depuis 16 mois, et j'avais des invasions fraternelles comme ça. Tout d'un coup, je pensais intensément à lui. Et là, à ce moment-là, je pensais intensément à lui, et je me dis, tiens, je viens d'être doublé par l'exact contraire de Bernard, mon frère. Quel Bernard était... On ne pouvait pas imaginer Bernard dans une Ferrari. Les surréalistes n'auraient pas pu imaginer mon frère dans une Ferrari. Et ce jour-là, quand j'étais sur cette autoroute, j'ai eu dans le même temps le désir de relire le Bartleby de Melville, de le monter au théâtre et de le jouer. Ce que j'ai fait. Une première fois avec un metteur en scène et une deuxième fois seul. Metteur en scène, mise en scène, musique, décor, etc. Et la deuxième fois, pas de metteur en scène, pas de musique, pas de décor, la lecture du texte. Et très, très, comment dire, de façon non formulée, j'ai réalisé que j'avais passé ces 100 représentations avec un substitut du frère en question, que Bartleby me tenait une sorte de compagnie fraternelle qui avait donc de ressemblances très fortes entre les deux. Voilà. D'accord. Et Sylvia, tout à l'heure, Daniel disait que quand, mis à part ce cas-là, en général, il doute beaucoup quand il écrit. Toi aussi, tout à l'heure, tu disais, je voulais écrire, j'y arrivais pas, donc j'imagine que toi aussi, tu as douté. Mais à un moment où tu t'es lancé dans l'écriture de la livre parfaite, à ce moment-là, c'était ton téléphone? Non. C'était un téléphone de quelqu'un dans la salle, c'est inadmissible. Voilà. Alors, une fois que tu as commencé à écrire, alors, est-ce que cette histoire, ces personnages, ils sont venus tout seuls, ou au contraire, là aussi, tu as eu encore des doutes? In parte per me ogni volta scrivere significa uscire di casa, quindi andare nei luoghi che più mi interessano e che però sono distanti dalla mia vita quotidiana. Alors moi, ce qui m'intéresse quand je lis, c'est de sortir de chez moi et d'aller dans les lieux qui sont les plus loin de ma vie quotidienne, mais aussi les plus intéressants. Quand j'écris. Quand j'écris, pardon. Quindi prigioni, ospedali. Dans des prisons, dans des hôpitaux, par exemple. Per scrivere questo romanzo mi sono abbonata al Tribunale minorile di Bologna. Par exemple, pour écrire ce roman, je me suis retrouvée à aller beaucoup au tribunal pour mineurs de Bologne. E quindi io avevo accumulato già tanti appunti su adolescenti di periferia, gravidanze, mi interessava molto questo aspetto del diventare genitori per vie diverse come appunto la gravidanza e l'adozione. Alors moi j'avais accumulé énormément de notes sur ces adolescents des banlieues, ces jeunes femmes qui tombent enceintes et cet aspect des gens qui deviennent parents
et alors qu'ils ne sont que des adolescents. La question de la grossesse des jeunes et de l'adoption d'un autre côté. Ma purtroppo scrivere un libro non è che è così automatico, cioè non basta avere appunti e indagini compiute. Malheureusement, c'est pas si facile que ça d'écrire un livre et les notes, les recherches, ça ne suffit pas. E quindi ho avuto proprio bisogno che arrivasse qualcuno a complicarmi la vita per cominciare a scrivere. Donc j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui venait compliquer ma vie pour commencer à écrire. E quindi tutti quegli appunti che io avevo preso ascoltando il dolore anzitutto, il dubbio, il dolore di una ragazza che lascia il proprio figlio in ospedale e che quindi non è più suo figlio, et il dolore di chi quel figlio non ce l'ha. Et c'est finalement ces notes sur ce que j'avais écouté, la douleur, le doute de personnes. Donc d'un côté une femme qui est obligée d'abandonner son enfant à l'hôpital et de l'autre une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Sono riuscita a raccontarli, cioè a trovare lo sguardo e la voce solo quando sono cominciate le mie contrazioni. Et finalement j'ai trouvé ce regard et cette voix, j'ai été capable de les avoir au moment où j'ai eu mes contractions. Ma nello stesso tempo io volevo anche raccontare un pezzo d'Italia. J'avais en même temps envie de raconter un morceau d'Italie. Che è quello che amo di più, perché è quello che si dà per scontato che non debba leggere. Et c'est celui que je préfère parce que c'est celui que l'on ne s'attend pas à lire en fait. Se cresci in certe periferie, è ovvio che tu non vada a scuola. Parce que si tu grandis dans certaines banlieues, il va de soi que tu ne vas pas à l'école. Se nasci lì hai già un destino segnato di dover sognare quello che ti dicono che devi sognare, l'emarginazione o la criminalità. Tu as déjà un destin tout écrit, tu ne dois rêver que ce qu'on te dit de rêver, c'est-à-dire te retrouver dans le crime, en tout cas dans la marginalité. Cioè sono luoghi del fallimento in un'epoca in cui il fallimento non può essere nominato. Ce sont des lieux d'échec à une époque où on ne peut même pas parler d'échec. E quindi io volevo che l'attesa di un figlio, ovvero l'attesa del futuro, si giocasse proprio nel luogo della crepa. Et je voulais justement que cette attente de l'enfant et cette attente du futur à la fois se joue à l'endroit où il y a tout cet échec. Aggiungo solo una cosa, che l'Italia è il paese con la più bassa crescita, con la più bassa natalità in questo momento. Et en ce moment, l'Italie est justement le pays avec le plus fort, le plus bas taux de natalité. E io detesto l'idea che abbiamo abdicato, abbiamo rinunciato a essere protagonisti del futuro. Cette idée qu'on est renoncé à être des personnages du futur, à être présent dans le futur. D'accord. Et de tout ça est né ces personnages extraordinaires. Adèle, 18 ans. Le livre s'ouvre au moment où elle va accoucher. Avant que Daniel lise quelques pages, je voulais te demander qu'est-ce qui nous représente ce personnage? Parce que c'est à la fois, elle est enragée vis-à-vis de la vie, et elle est en lutte, elle est tiraillée entre deux choix possibles. Adele è una ragazzina che non ha nessun talento. C'est une jeune femme sans talent, Adèle. Non sa cosa le piace. Elle ne sait pas ce qu'elle aime. Cosa vuole diventare. Ce qu'elle veut devenir. Sa solo che esiste nella misura in cui riesce a tenersi il suo fidanzato. Elle sait qu'elle n'existe que dans le fait de réussir à garder sa relation avec son petit ami. Quindi c'è in lei un problema sociale. Il y a vraiment un problème social en elle. Enorme. Un problème énorme. Lei vuole tenere suo figlio perché suo figlio è convinta che sia un maschio. Elle veut garder son enfant parce qu'elle est convaincue que son enfant, ça va être un garçon. Ed è il maschio che deve riempire i vuoti
che hanno lasciato suo padre e suo fidanzato. Et c'est un garçon qui va devoir remplir le vide qu'ont laissé son père et son fiancé. Ma quando scopre che il bambino che aspetta è una femmina, Et quand elle découvre que l'enfant qu'elle attend est en fait une fille, e piange. elle pleure. Però si preoccupa della felicità di questa nuova vita e in questo diventa eroica. Mais elle se préoccupe du bonheur de cette nouvelle vie, et ça, c'est héroïque en un sens. E allora questo momento, questa maternità non voluta diventa una straordinaria opportunità. Et finalement, ce moment d'une maternité qui n'est pas voulue devient une excellente opportunité pour elle. E io volevo raccontare questa opportunità. Et moi, c'est cette opportunité-là que je voulais raconter. Daniel, avant de lire, tu as lu le roman La vie parfaite. Qu'est-ce que ça... Quelle est ton impression? Mais vous avez vu cette énergie? Vous avez vu cette énergie? Mais moi, je suis absolument sidéré quand j'entends Sylvia parler. Sur Internet, je suis allé l'écouter. Et à chaque fois, il y a cette espèce de puissance comme ça, de démonstration de force incroyable, et qui est dans ces livres, dans tous ces livres, absolument. La marque de fabrique, c'est une puissance d'écriture, une puissance de feu incroyable. Tout à l'heure, je disais, t'es un porte-avions. Armé de tous les côtés, ça tire. Et c'est... Mais y compris dans les petits récits. J'ai cité tout à l'heure le lynx. Il y a cette puissance et la sidération. L'autre aspect du travail de Silvia Avallone, c'est qu'elle vous met dans un état de sidération. À un moment donné du récit, vous vous arrêtez et vous êtes sidéré. Ne parlons pas de... On va lire le début de La vie parfaite, mais prenez le lynx par exemple. Elle décrit un type sur une autoroute qui conduit une bagnole qui est manifestement un macho pur et dur, violent, dense, musculairement, espèce de... qui a décidé de braquer une supérette sur l'autoroute. Il y va, il garde sa bagnole, il rentre dans la supérette, et là, au moment de la braquer, il a envie de pisser. Et donc vous attendez quand même, vous êtes là. Vous êtes vous aussi un macho derrière un bouquin qui se dit au poil, il va y avoir de l'action. Et puis le gars va aux toilettes en se disant, je la braquerai au retour. La dame, je crois que c'est une dame qui était à la caisse. Il se dit, bon, je la braquerai au retour. Et là, aux toilettes, il tombe. Donc, macho, hétéro, armé, lui aussi, disons, comme un sous-marin nucléaire, qui va braquer cette pauvre dame qui est là, va aux toilettes. Et là, il trouve un jeune homme. Chiuso, fermé, absolument fermé, et je ne vous raconte pas la suite. Par contre, tu vas nous lire le début de La vie parfaite, c'est ça? Ouais. Tu avais choisi? Da dove la vita è perfetta. C'est le titre italien. Da dove la vita è perfetta. Première partie, 3,4 kg. Sa montée dans ne sait quel univers enfoui dans son corps, loin dans sa chair, comme arrivant d'un pays étranger. Puis ça augmentait, irradié depuis le nombril jusqu'à l'infini,
60 secondes précises, régulières. Elle savait qu'elle allait lui briser les reins, grandir encore, devenir géante, comme Rosaria, sa mère, abandonnée la veille sur le canapé, comme ce téléphone dans le couloir qui n'avait pas sonné depuis des années, les yeux de Zeno quand il lui avait dit « partons ». Son cœur allait s'arrêter, comme tout ce qui ne peut pas guérir. Adèle le savait. « Respire », il lui répétait. Mais elle ne pouvait pas respirer. Ses poumons étaient pleins de sueur. La douleur comprimait son thorax, le coupait en deux comme une pomme. La douleur était la seule et unique vérité, aussi immense que l'Adriatique en février. J'en veux pas. Ses cheveux trempés de sueur coulaient le long de ses joues. Elle était nue, les poings sur les genoux, accroupie sur le sol, comme pour pisser là au milieu de la pièce. « Vous pouvez partir », ajouta-t-elle avec rudesse. L'anesthésiste restait indécis sur le seuil. Il haussa un sourcil, l'air de dire « Non, vous êtes sûr de ne pas vouloir la péridurale ?» Les médecins, quand ils la voyaient, faisaient toujours une drôle de tête. Leur regard devenait flou, comme s'ils se posaient sur une imperfection, un objet de piètre qualité. C'était peut-être une impression, mais ils semblaient tous le lui reprocher qu'elle avait fauté. Jamais elle ne serait pardonnée. La porte se referma, Adèle fut seule à nouveau, la contraction montait, lançait des coups dans l'abdomen et la colonne vertébrale. Pourtant, il devait bien y avoir encore du soleil quelque part. L'aube pointait quand elle était montée dans le 22, avec ceux qui nettoyaient les rues et les paumés de 6 heures du matin, aux yeux fatigués. Leurs ongles noirs, leurs vestes au col élimé, suffisait de les regarder pour savoir où ils habitaient. La cité de Lombriconi. Elle avait une façade éclairée et une façade sombre, aussi désolée l'une et l'autre qu'un paysage lunaire. La tempe contre la vitre, Adèle les avait vus rapetisser, tout était devenu distant. La nuit avait passé, l'appartement était sans dessus-dessous, les os s'étaient rompus, les os, E-A-U-X. Il fallait être folle pour prendre l'autobus avec des contractions, mais elle l'avait fait. S'équipe sans rien dire, les oreilles pleines de mots méchants, c'était sa décision. Pendant le trajet, pliée en deux sur le siège, elle s'était mordue plusieurs fois les lèvres pour ne pas crier. Son jean trempé lui collait aux fesses, le liquide amniotique coulait le long de ses jambes. Qu'importe, les gens ne se retournaient pas. Rien ne changerait jamais. Elle foula la chemise de nuit qu'elle avait ôtée en hâte. 2, 3, 5 heures plus tôt, ses ongles violets à paillettes s'enfoncèrent dans le tissu. Elle commençait à sentir le besoin de pousser. Pousser, et elle ne poussait pas. Son sac portait l'inscription « Tout à 9,99 €. Cette chemise de nuit idiote avec des petits cœurs, elle ne l'avait pas choisie. Elle arracha les boutons, son corps se déchirait et Adèle se refermait. La vérité, c'était qu'elle ne voulait pas que le bébé sorte. Elle entendit un bruit de porte claquée, de sabots blancs. Avant même de l'entendre, elle l'avait reconnu. « Ta mère et ta sœur sont là. Renvoie-les. »« Tu peux même pas voir ta maman ?» Marie-Lisa, l'obstétricienne, était la seule personne gentille qui lui restait. La seule qui lui avait demandé quelques mois plus tôt, un après-midi, face à l'écran de la dernière échographie, « Et toi ? Toi, qu'est-ce que tu veux ?» Elle s'était précipitée une demi-heure après qu'Adèle l'avait appelée sur son numéro privé, celui qu'en principe elle ne donnait jamais aux patientes. En réalité, elle faisait son travail. Comme l'assistante sociale et la psychologue de la Sécu qui l'avait suivie, écoutée, encouragée, en répétant « Tout ira bien, tout ira bien ». À partir de demain, elle n'aurait plus à rencontrer qui que ce soit. Manuel aussi est arrivé. Il a obtenu une permission de sortie. La voix de Marie-Lise s'adoucit, baissa d'un ton. « C'est à toi de décider. » Mais il voudrait entrer. Adèle secoua la tête, roula sur le côté. Elle sentait une pression entre son vagin et son anus aussi implacable que la crue d'un fleuve. Jamais, jamais, elle ne laisserait Manuel entrer. Elle secoua la tête tout le temps que dura la douleur. Non, 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 non.
en position fétale, recroquevillée autour de son ventre comme pour protéger le bébé une dernière fois. Elle était seule, à présent, dans cette chambre gris-vert, au fond du couloir, dans cette solitude spectrale qui sentait le désinfectant, la petite baignoire déjà prête pour le bain, le tiroir marqué ventouse, la perfusion d'ocytocine en cas de nécessité. Tout ça pour elle deux. L'hôpital tourbillonnait autour d'elle, les hurlements des autres parturiantes étaient faibles comme dans des rêves. Comme si les étages, les couloirs, les services avaient été évacués en urgence pour cause d'incendie ou de tempête. Sa mère, sa sœur et Manuel de l'autre côté de la porte, à des milliers d'années de distance eux aussi, oubliés. Elle se moquait bien que Manuel tienne encore à elle, qu'il ait arraché bec et ongle une permission spéciale pour être là. Qu'il veuille entrer. Il voulait jouer les pères tout à coup. Les pères, ouais. Ça n'existe pas, les pères. Elle sentit les mains de Marie-Lisa se poser doucement sur ses épaules, la masser pour alléger la douleur. Elle aurait aimé lui dire « Laisse-la moi, au moins qu'on ne me l'enlève pas. C'est bien, je sens que t'as pas peur. » La voix de l'obstétricienne était calme, exprimait une confiance que personne jamais ne lui accordait. « Tu fais tout comme il faut, c'est bien, continue comme ça. » Même celles qui ont 30 ans ne sont pas aussi courageuses. Les femmes de 30 ans, elles avaient déjà une poussette, et un petit lit, et une table à langer, les félicitations de la famille, des tas de cadeaux, un petit nœud rose ou bleu, pour que tout le monde sache. Adèle, chez elle, n'avait rien. Personne à qui dire quelque chose. Juste l'acmé de la contraction qui explosait et son cœur bloqué dans la glace. Enfin, la douleur lâcha prise. Vide tes poumons maintenant, vide-les le plus possible. Et pendant que la douleur sombrait, que ses poumons s'ouvraient et qu'elle remontait à la surface, elle se rappela tout à coup un matin, le plus beau, l'hiver dernier, quand Zeno et elle s'étaient réveillés ensemble. La lumière poussiéreuse qui passait à travers les stores, le bruit du café dans la cuisine, et lui qui la chatouillait derrière les oreilles. « Allez les filles, levez-vous !» Elle rouvrit les yeux. « Combien de centimètres ? » ?»« On va voir ça. Ça fait combien d'heures ? 7. Non, non, tout va bien. On va écouter son cœur. Son cœur. Adèle se leva et alla se recoucher. Elle profita des 30, 40 secondes que la contraction lui laissait pour poser la main sur son ventre et le caresser. La force dont elle avait besoin pour en supporter une autre, pour survivre encore 7 heures ou 7 mois ou 7 ans, était tout entière dans ce cœur-là. Ce battement que Marie-Lisa amplifia soudain et qui devint immense. Écoute-le galoper, le petit cheval. Marie-Lisa l'appelait parfois comme ça, le petit cheval, ou le petit diable, ou la demoiselle. Elle ignorait qu'elle avait déjà un prénom. Tout le monde l'ignorait, même Zeno. C'était un secret entre sa fille et elle. Un nom qui ne serait jamais enregistré nulle part. Ce fut peut-être ça la raison. La vision nette, à 13h55, dans cette chambre numéro 1, au 2e étage du pavillon maternité, de cet espace vide sur la ligne en pointillé du registre. « Marie-Lisa » dit Adèle en se retournant. Elle chercha ses yeux, s'y accrocha. Elle était bouleversée, le visage écarlate et trempé comme si elle avait 41 de fièvre. Ouais, ce fut l'absence de ce monde, de ce nom dans le monde. Tu en es à 10 cm, mon petit, on y est, on y est. Recommence à pousser. Mais Adèle ne voulait plus rien savoir. Elle changeait 100 fois d'avis, prenait 100 décisions, s'efforçant de se soustraire à ce qui devait arriver et qui arriverait de toute façon. Laisse-la moi un peu, hein, sur le ventre. Après. Marie-Lisa posa son échographe portable sur la table, croisa les mains, parce qu'elle ne savait plus où les mettre. C'était la première fois qu'elle le lui entendait dire. 1 heure, hein? Même juste une demi-heure.
Tu me la laisses une demi-heure. Ça sonnait comme une prière. L'espace d'un instant, Marie-Lisa se demanda s'ils y avaient compris quelque chose à cette gamine, à ce qu'elle voulait vraiment, ce qu'elle cachait derrière ses grands yeux marrons barbouillés de maquillage, ses longs cheveux ondulés laissés libres et ses talons exagérément hauts, ses boucles d'oreilles trop grandes. Adèle réprima un mouvement qu'elle sentait appuyé... Adèle réprima un mouvement qu'elle sentait appuyé sur son sternum. Un flux de compassion ou un déchirement qui aurait poussé Marie-Lise à la serrer dans ses bras et à dire « Je vais t'aider, moi. Moi, je vais t'aider. J'arrangerai tout. » Mais elle ne pouvait pas. De son lit, Adèle continuait à la fixer, à l'implorer de son regard mouillé, sans parler, parce qu'Adèle, elle ne les avait pas, les mots. Me la prends pas tout de suite, hein, s'il te plaît. Voilà. Merci Daniel. Donc je crois que là vous avez eu vraiment un échantillon de l'écriture de Silvia. Et à propos de l'écriture, justement, il y a un personnage qu'on a cité vite fait, Zeno, qui, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est un jeune du même âge à peu près qu'Adèle. Il habite en face, la maison en face, il espionne Adèle et sa famille pour écrire quelque chose, pour écrire un roman. Donc en fait, il voudrait devenir écrivain, disons. Après, on en parlera. Mais Zeno, à un moment, il dit quelque chose que je pense c'est important pour ton style. Et alors, je me demande si c'est toi qui parles. Zeno dit les mots doivent correspondre aux choses. Autrement, la phrase n'est pas parfaite. Est-ce que c'est ton point de vue? C'est toi qui parles, là. C'est l'écrivain qui parle. Sì. Oui. No, voglio solo dire che Daniel Pennac e Françoise Brun, che hanno tradotto questo romanzo, mi hanno migliorato da Je sicuro. voudrais juste te dire que Daniel Pennac et Françoise Brun, ma traductrice, ont vraiment amélioré mon roman. Oui, vous avez vu, il n'y a aucune énergie là-dedans. E in effetti è vero che Zeno, c'est moi. Et c'est vrai que Zeno, c'est moi. Io credo profondamente al potere delle parole. Je crois profondément dans le pouvoir des mots. È per questo che mi fa rabbia il fatto che, almeno in Italia, ma credo in tutto l'Occidente, si dia per scontato che le periferie debbano essere ignoranti. C'est pour ça que ça m'enrage quand on voit qu'en Italie, mais je crois que c'est vrai pour tout l'Occident, quand on dit que c'est normal, qu'on doit oublier les banlieues. Perché la cultura, la parola, i romanzi, per me invece nascono per servire le periferie. Alors que moi, je pense que la culture, les mots, les romans sont là pour servir les banlieues. Perché per me le parole devono essere al servizio delle cose. Parce que pour moi, les mots doivent être au service des choses. E la letteratura deve servire a vivere. Et la littérature doit servir à vivre. Per cui Zeno rappresenta la mia personale utopia. C'est pourquoi Zeno représente mon utopie personnelle. E questa utopia è riassunta in un'azione. Et cette utopie peut être résumée en une action. I 50 minuti di autobus che lui prende tutti i giorni per andare al liceo più figo di Bologna. C'est ces 50 minutes de bus qu'il doit faire tous les jours pour aller dans le meilleur lycée de Bologne. Perché facendo questo gesto lui cambia davvero la sua vita e un pezzetto di società. Parce que par ce geste, il change véritablement sa propre vie et aussi un petit bout de la société. E lui quell'autobus lo prende perché si è innamorato di Dostoevsky. Et ce bus, il le prend, pourquoi? Parce qu'il est tombé amoureux de Dostoïevski. Est-ce qu'on peut voir encore autant de confiance dans la culture? Io ce l'ho, ma Moi, j'ai confiance. perché penso al fatto che quando avevo 16 anni ed ero a Piombino,
Parce que quand j'avais 16 ans et que j'étais à Piombino, e tutto l'orizzonte del desiderabile era la macchina e la discoteca. tout mon horizon de désir, c'était avoir une voiture et aller en discothèque. Se io non avessi frequentato l'unica polverosa libreria di Piombino, Si j'étais pas allée dans la seule librairie pleine de poussière de Piombino, io non me ne sarei mai andata. je ne serais jamais partie de là. D'accord. Et toi, Daniel, est-ce que tu as la même confiance dans les mots, dans les phrases, dans la littérature? Je n'ai absolument aucune confiance, mais Je m'en doutais un peu. je suis dans le même état de résolution sauvage. C'est-à-dire quand même, quand on y pense, bon, Sylvia parle des banlieues. Bon, nous avons les nôtres, et dans les nôtres, d'ailleurs, petite histoire en passant, il y a quelques années, une de mes copines, prof dans une banlieue, répond à un élève qui dit « Mais où est-ce qu'on peut... » Elle venait de leur faire une lecture à voix haute, et le gosse lui dit « Mais où est-ce qu'on peut trouver ça, là, ce que vous nous avez raconté ?» Et ingénument, la prof lui dit dans n'importe quelle librairie. Et je vous jure, absolument, je vous jure que c'est absolument vrai. Le gosse a dit dans quoi? Il dit dans n'importe quelle librairie. Le gosse a demandé qu'est-ce que c'est qu'une librairie. C'est incroyable, ça paraît absolument caricatural, mais c'est la réalité des faits. Et ça, ce sont nos banlieues. Autre chose, on nous bassine avec l'Europe et ses valeurs. Et rien, mais absolument rien, depuis les années 60, n'a été fait pour qu'un gosse, même de la classe moyenne, se fasse la plus petite idée de ce que c'est que l'Europe. Essayez d'imaginer si il y a, dans les années 80 par exemple, c'est-à-dire 20 ans après les débuts de cette affaire, si dans les années 80, nous avions tout simplement envoyé nos enfants de CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, chaque année un mois dans un pays, dans un autre bahut, en Allemagne, 6e en Allemagne, très bien, 5e en Italie, 4e au Portugal, 3e en Angleterre, et hop, et on retourne. Et tout le monde tourne. Aujourd'hui, nous aurions une Europe qui ne serait peut-être pas entièrement polyglotte, mais qui saurait qu'en dépit de la mondialisation, c'est-à-dire de la culture unique de consommation que propose la mondialisation, en dépit de ça, un petit Italien est un petit Italien. Il bouffe une nourriture italienne, un petit Espagnol est un petit Espagnol. Tous jouent au foot, bien sûr. Mais, petit Espagnol parle espagnol, le petit Italien parle italien, etc., etc. Moyennant quoi, tout le monde, en effet, toutes les cultures individuelles se seraient enrichies. Et d'ailleurs, une des façons, les gosses de banlieue qui crachent sur le drapeau, déconnent avec la Marseillaise, etc., etc. Prenez une classe, un autre ami prof l'a fait, vous les emmenez passer 15 jours en Allemagne ou en Hollande, c'est 15 jours, pendant ces 15 jours, dès le 3e jour, ils se sentent extraordinairement français. Et c'est une expérience qui est capitale. Et c'est une expérience de don, de réception, d'ouverture, de refermement sur soi. C'est absolument indispensable. Mais on ne le fait pas et on ne le fera pas. Ça ne sera pas fait. Et l'Europe se cassera la gueule, ça continuera d'être l'Europe des financiers, et ça va se terminer... Enfin non, mais alors là, évidemment, tu me demandes, est-ce que tu partages cet optimisme? Oui, non. Je vois à la fin comme... Là, je vois cette fin de façon absolument apocalyptique à cause de l'aspect rigoureusement non culturel de la Constitution de l'Europe. Si d'ailleurs tous les gosses avaient fait ce voyage
depuis les années 80. C'est-à-dire, si vous tous ici, vous seriez polyglottes, vous êtes tous plus jeunes que moi, donc vous seriez polyglottes, vous sauriez ce que c'est qu'un Italien, un Allemand, etc. Nous ne le savons pas, nous n'avons aucune identité européenne possible, moyennant quoi, il se passe ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le refermement, la menace des nationalismes obtus, enfin, voilà. Et c'était facile à faire. Compliqué parce qu'il y a des parents d'élèves, mais facile. Silvia, cosa ne pensi di questa assenza di Europa culturale, di Europa delle culture, di background culturale comune? No, sono pienamente d'accordo, Je suis oltretutto. complètement d'accord. Cioè, penso cosa sarei io senza Flaubert. Je me dis, qu'est-ce que je serais moi sans Flaubert? È parte, non è italiano, ma è parte integrante Il n'est pas italien, mais il fait partie Di quello che intégrante sono. de ce que je suis, della mia identità. de mon identité. Quindi sono d'accordo e sono d'accordo a maggior ragione non solo riguardo all'Europa, Et je suis d'autant plus d'accord, non seulement par rapport à l'Europe, ma riguardo a quel mondo che non ha davvero confini, che è il web, mais aussi par rapport à ce monde qui n'a pas de frontières, qui est le monde d'Internet, che è un luogo a cui per esempio un personaggio super secondario dell'ultimo romanzo come Claudia si rivolge con speranza. et c'est un lieu vers lequel se tourne le personnage secondaire du roman qui est Claudia, avec espoir. Perché lei appunto è relegata in un mondo che non esiste e vuole esistere e quindi vuole fare la youtuber. Et elle est reléguée à un monde où elle n'existe pas et elle veut exister en passant par cette activité de youtubeuse. E il web è pieno di persone che vogliono rivendicare giustamente la propria voce e la propria esistenza Et le web est plein de gens qui veulent revendiquer leur voix et leur existence, e possono farlo perché c'è internet. et ils peuvent le faire parce qu'il existe Internet. Ma se tu non hai le parole, Mais si tu n'as pas les mots, non dici niente. tu ne peux rien dire. E quindi noi ci ritroviamo con questo strumento potentissimo di condivisione Donc on se retrouve avec cet incroyable instrument de partage, che però è condiviso da persone sole chiuse nelle proprie stanze che non escono mai. mais qui sont partagés par des personnes très isolées dans leur chambre et qui ne sortent jamais. E questo mi ricorda l'Europa di cui parlava Daniel Et Penna. ça me rappelle cette Europe dont nous parle Daniel Pennac. Et tu dis aussi, dans le roman, tu parles des frontières subtiles et invisibles qui, au fond, coupent notre société, qui, même quand on ne les voit pas, souvent, il y a des quartiers, des ensembles qui... C'est comme s'il y avait des frontières. Je crois que tu as repris en plus cette expression de Franco Moretti, non, je crois. Non, tu le dis, enfin, je sais, je ne révèle pas, tu le dis dans les... Pourquoi pour toi c'est important cette notion des frontières invisibles? Ho tanto da dire su J'ai questo. beaucoup à dire sur ça, On a le désolée. temps, on a le temps. Cerco di stringere. Anzitutto non va più di moda parlare di classi sociali, anzi, Avant tout, c'est plus à la mode de parler de classe sociale. è il grande tabù. Et c'est même devenu un grand tabou. Siamo tutti uguali perché desideriamo le stesse cose. On est tous égaux parce qu'on a tous les mêmes désirs. Tutti vogliono comprare le stesse cose, Tout le monde veut acheter les mêmes choses. ma la verità vera è che le classi sociali esistono. Mais la vérité vraie, c'est que les classes sociales existent. E a Bologna, qualche anno fa, sul web si sono dati appuntamento i ragazzi di periferia e i ragazzi del centro Et il y a quelques années, sur le web, des adolescents de la banlieue et du centre de Bologne se sont donné rendez-vous per darsi botte di santa ragione ai giardini pubblici. pour aller se battre dans les jardins publics. E questo significa che le classi sociali hanno un impatto enorme Ce qui signifie bien que les classes sociales ont un impact énorme sulle nostre città sur nos villes, e sulle nostre menti, et sur nos perché esprits. un ragazzo di periferia si vergogna a fare le vasche in centro perché non ha gli stessi vestiti di un ragazzo del centro. Parce que finalement, un garçon de la banlieue va avoir honte de venir se promener dans le centre-ville parce qu'il n'est pas bien habillé comme les garçons du centre-ville. Ma cos'è che invece non c'è più?
la voglia di una giustizia sociale. Mais qu'est-ce qu'il n'y a plus? C'est l'envie d'une justice sociale. C'è una giustizia individuale che viene tanto pubblicizzata. Bien sûr, il y a une justice individuelle dont on parle beaucoup, qui est très médiatisée. Bisogna diventare ricchi e famosi, Il faut devenir riche et célèbre, ma noi da soli. mais tout seul. E questo per me è un problema che preclude qualsiasi futuro. Et moi, je pense que ça, c'est un problème qui nous bloque tout futur. Et dans le roman, bien sûr, tu décris cette situation. En fait, tout le roman nous rappelle justement ces frontières invisibles ou parfois même visibles entre deux mondes, entre deux classes, etc. Et en même temps, il y a comme une sorte de fatalisme parce qu'à plusieurs reprises, c'est comme si on ne pouvait rien faire. C'est-à-dire, on a conscience de cette situation et il y a une espèce de tiraillement entre l'envie de faire quelque chose et l'impossibilité de rien faire. Au point qu'à la fin, bon, on ne va pas dévoiler, mais il y a une phrase qui est très importante, on dit on ne pourra pas quitter ce quartier, mais peut-être on peut l'écrire. Donc c'est l'écriture qui rachète la réalité, au fond. Anzitutto io non lo voglio lasciare questo quartiere. Moi, je ne veux pas le quitter, ce quartier. Oggi è quasi scontato andare via dall'Italia per un ragazzo giovane. Aujourd'hui, pour un jeune, on attend, hein, c'est presque acquis qu'il va quitter l'Italie. Andando in giro per le scuole non ho mai incontrato qualcuno che sogna di vivere in Italia. En faisant le tour des écoles, j'ai pas rencontré un jeune qui rêve de vivre en Italie. E questo naturalmente mi dispiace perché non è un paese brutto. Et bien sûr, ça c'est dur pour moi parce que c'est quand même pas un pays moche. Ma il punto è che leggere, appunto, e scrivere è un modo per uscire di casa. Mais justement, lire, écrire, c'est une façon de sortir de chez soi. Anziché stare a fare i selfie nella propria cameretta, Plutôt que faire des selfies dans sa chambre, con cui non si cambia il mondo. avec lesquels on va pas changer le monde. I miei personaggi desiderano guardare il loro quartiere. È un gesto rivoluzionario aprire la finestra e guardare ciò che tu non vuoi guardare perché ti fa male. Et mes personnages veulent regarder leur quartier. C'est un geste révolutionnaire, en fait, d'ouvrir sa fenêtre et de regarder ce qu'on ne veut pas regarder. Ma per avere voglia di guardare, anziché accendere la televisione o stare tutto il giorno su Facebook, Mais plutôt que avoir envie de regarder, plutôt que de rester toute la journée sur la télé ou sur Facebook, a spiare le vite degli altri, à espionner la vie des autres, hein, ma a spiare ciò che gli altri vogliono farci vedere. mais espionner seulement ce que les autres veulent bien faire voir de leur vie. Se tu vuoi guardare quello che fa male vedere nella tua vita e nella vita degli altri, Mais si tu veux vraiment regarder ce qui fait mal dans ta vie et dans la vie des autres, allora tu vuoi leggere. alors tu as envie de lire. E leggere è un atto politico. Et lire est un acte politique. Daniel, tu es d'accord? Lire, c'est un acte politique? Ce qui serait formidable, c'est de dire mais non, pas du tout. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant. Si tu poses cette question, comme tu la poses un peu en blaguant, mais imagine que tu la poses sérieusement. C'est quand même très intéressant d'avoir à répondre à une question pareille après son raisonnement. Il ne s'est pas passé n'importe quoi avant. Avant, quelqu'un dit de façon absolument tripale et cérébrale, tiens, un raisonnement qui est une intrusion même dans la réalité. C'est la réalité. Et c'est vrai qu'au terme de ce raisonnement, lire est un acte politique. Et que... Est-ce que c'est si simple que ça? C'est pour ça que la... Non mais... Tu sais, il faut se méfier. Quand tu dis « est-ce que c'est si simple que ça ?» Qu'est-ce que signifie le C apostrophe? Est-ce que c'est si simple que ça? C'est comme quand on dit aux gosses « tu le fais exprès ?» Qu'est-ce que signifie le « le »
Quand Sylvia tient ce genre de raisonnement, ce raisonnement n'est pas un raisonnement simple à concevoir. C'est un raisonnement qui procède d'un engagement. L'engagement qu'elle expliquait au début, c'est l'engagement de quelque chose qui est plus qu'une curiosité. Si elle va dans les maternités pour se pencher sur l'établi de son roman, ou si elle va dans les prisons pour... Là, on est quand même, sans le bouquin lui-même, et le résultat de plusieurs incursions dans le réel. Et le réel d'Avallone, il est littéraire aussi. Exemple, dans Acciaio. Acciaio, c'est la mort de la sidérurgie, sur la côte adriatique, c'est ça hein, non, c'est de l'autre côté. Oui, comment s'appelle la ville? Oui, parce que je l'ai lu il y a... Non, enfin, peu importe, on s'en fout. Mais c'est donc la mort de la sidérurgie, et à un moment donné, l'usine s'effondre, la machine dans laquelle va s'effondrer, qui va tuer l'un des protagonistes. Et ce passage-là est tellement puissant que j'ai revu le Stalingrad de Grossman. Il y a un moment où on est dans quelque chose d'aussi puissant, d'aussi inévitable, d'aussi profondément et désastreusement réel que la bataille de Stalingrad vue par Grossman. Quand tu lis Acciaio, tu lis un récit où à un moment donné, on est transporté dans un autre roman écrit par quelqu'un d'autre qui lui aussi décrivait la réalité vraie. Et Sylvia fait ça, et c'est en même temps constamment pétri. Quand elle dit la petite Adèle pleure, quand c'est une fille, elle veut un garçon, etc. On est aussi dans Madame Bovary. À la naissance de Berthe, Emma s'évanouit. Parce que c'est des Rodolphe qu'elle veut. Et donc, il y a quand même dès qu'un écrivain parle vrai, dès qu'un écrivain... il y a une interpénétration de toutes les belles choses que nous avons lues. Et chez Sylvia, alors par-dessus le marché chez Sylvia, tous ces gens qui sont en quête d'une identité dans ce bordel général où il est très difficile de se constituer une identité, très difficile de constituer une identité sur la toile, etc. Tous ces gens sont constamment en dialogue les uns avec les autres ou vis-à-vis d'eux-mêmes, et ces dialogues sont presque tous dostoïevskiens. C'est Dostoïevski. Et bon, et là encore, c'est pas parce qu'elle a lu Dostoïevski, c'est parce que ce qu'elle dit est vrai, et que les personnages tels qu'ils réagissent par rapport à leur rencontre permanente avec le réel est absolument vrai et juste. Et donc d'autres qu'elle, effectivement, l'ont lu. Et il y a... quand j'ai fini la vie parfaite, j'ai écrit une grande lettre enthousiaste sur son côté russe. Tu vas dire, rien que... On a déjà Grossman, Dostoïevski... Bon, il y a Tolstoï, il y a tout ce que tu veux, il y a Leskov, il y a Tchekhov, il y a... Sylvia, tu te reconnais dans ce côté russe? Io credo ciecamente a tutto ciò che dice Daniel Pennac. Je crois aveuglément à tout ce que dit Daniel Pennac. Tranne a quello che dice su di me. Mis à part ce qu'il dit sur moi. Non ci posso credere. Je n'arrive pas à y croire. Non mais... mis à part les blagues, est-ce que la littérature russe, c'est quand même quelque chose qui t'a nourri ou non? Tout à l'heure, tu disais Flaubert, la littérature française. Est-ce que la littérature russe aussi t'a nourri? Dans le roman, il y a beaucoup de questions autour de les frères Karamazov, non? Si je me rappelle bien. Umberto Eco diceva che tutte le letture che noi facciamo prima dei 26 anni ci plasmano, ci segnano come dei genitori. Umberto Eco disait que toutes les lectures qu'on a avant nos 26 ans nous marquent comme des parents.
E io credo che sia così. Et moi, je pense que c'est ce qui se passe. Perché in effetti, in particolare nell'adolescenza, io ho incontrato i russi. Parce qu'effectivement, dans mon adolescence, j'ai rencontré la littérature russe. Perché c'erano solo i classici a Piombino. Parce qu'à Piombino, on n'avait que les classiques. E questo incontro è stato forte per me perché mi ha dato quella fiducia nella parola che può raccontare il mondo. Et ça a été une très forte rencontre pour moi parce que ça m'a donné cette confiance dans le mot qui peut raconter le monde. Nel Novecento è tutto un'impossibilità, no? È tutta una letteratura che ha paura, guarda solo il frammento, si rivolge all'interno, mentre nell'Ottocento è possibile raccontare la commedia umana. Alors au XXe siècle, tout est dans l'impossibilité, dans la peur de raconter. On est dans une littérature fragmentaire, tandis qu'au XIXe siècle, c'est différent parce que les mots sont là pour raconter toute la comédie humaine. E nel caso, ritornando ai russi, di Dostoevskij, è possibile dire l'uomo in quella semplicità che più volte ha richiamato Daniel Pennac, che però è indicibile nella sua lotta tra luce e ombra, tra bene e male. Et pour revenir à la littérature russe et à Dostoïevski, on peut vraiment parler de l'homme dans sa simplicité la plus totale, avec l'idée de cette lutte de l'indicible entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité. C'era questa ambizione che dopo, secondo me, si è persa e di cui però oggi c'è un grandissimo bisogno proprio vista la frammentarietà della nostra informazione, dei nostri racconti. Et c'est vrai que finalement, aujourd'hui, on n'a plus cette ambition, elle a été perdue. Et aujourd'hui, on a tellement besoin de faire quelque chose vis-à-vis de cet aspect fragmentaire de l'information et des récits dont on dispose. Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord? Non. Aurait-on des raisons de ne pas être d'accord? Non, bon. Mais comme on parle des livres de littérature, alors, comme on disait tout à l'heure, dans mon fest, c'est beaucoup question de Bartleby. Alors, je sais que c'était pour toi, Daniel, un texte très important. Tout à l'heure, on disait la lecture, c'est un acte politique. Est-ce qu'au moment où toi, tu lis Bartleby en public, au théâtre, est-ce que c'est là aussi la lecture, c'est un acte politique? Oui, d'une certaine façon. Oui, on va y revenir, mais c'est quand même, quand on lit Sylvia, c'est quand même extraordinaire d'avoir un écrivain qui va au contact avec le réel, dans les prisons, dans les hostos, dans les usines démolies, qui passe son temps à se confronter, qui sort, comme elle dit, elle sort de chez elle et elle y va. Et le résultat de toutes ces incursions dans le réel, c'est un bouquin dans lequel tu as en même temps le sentiment qu'il y a tous les plus beaux livres du monde. En fait, les plus beaux livres, en tout cas, qui m'ont plu moi. C'est-à-dire, en effet, Flaubert, c'est-à-dire, en effet, Dostoïevski, c'est-à-dire, en effet, dans l'autre, Grossman, et il y en a plein. C'est quand même frappant, ça. Cette jonction entre le besoin de se confronter au réel et la littérature, la vraie de vraie, qu'effectivement, nous avons lu avant, c'est un autre point commun, avant 25 ans, sauf Grossman, arrivé plus tard, mais... Et Bartleby aussi, tu l'as lu à... Alors Bartleby, non, Bartleby, c'était une découverte que m'avait fait faire mon frère. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Bartleby, et ils sont nombreux finalement, c'est les textes qui nous habitent, on a l'impression que tout le monde les connaît, en réalité pas du tout. Il y a évidemment très naturellement plein de gens qui n'ont jamais entendu parler de Bartleby. Bartleby, c'est un scribe, un copiste chez un notaire de Wall Street des années 1850-1854,
qui est engagé parce que le notaire a 2 autres scribes dont l'un ne travaille pas l'après-midi vu qu'il est bourré à midi et l'autre ne travaille pas le matin vu qu'il ne dort pas pendant la nuit et qu'il est attrapé, etc. Et donc le notaire en engage un 3e de façon qu'il travaille celui-ci le matin comme l'après-midi. Très bien. Et ce que fait Bartleby, qui est un jeune homme silencieux, pâle, distingué, bien... pas du tout bruyant, il fait sa copie, etc. Sauf que, au bout de 2 ou 3 jours, le notaire lui demande de collationner sa copie, c'est-à-dire de comparer sa copie d'un texte de loi avec celle qu'en ont fait les 2 autres scribes. Et Bartleby répond « Je préférerais pas. I would prefer not to. » Et donc quand tu lis ce texte, ou quand tu le dis en public, ce qui devient intéressant très vite, c'est le public. Parce que, à l'énoncé du premier « I would prefer not to », les gens se marrent. Parce que le notaire, évidemment, réagit. Il dit « Enfin, vous êtes tombé sur la tête, j'exige que vous corrigiez ce feuillet-ci, tenez !» Et lui retend. Et Bartleby répond tout aussi tranquillement « Je préférerais pas ». Et là, le public rigole, parce qu'on est chez Guignol. L'employé cogne sur le patron, très bien, on rit. Bartleby a fermé la porte du rapport à l'autorité. Mais comme il va prononcer exactement la même formule pour toutes les occurrences où on lui demande de faire quelque chose, les spectateurs s'aperçoivent petit à petit que Bartleby ferme toutes les portes, y compris les leurs. Et là, on voit le rire. Du coup, le comédien ou le lecteur est lui-même au théâtre. Parce qu'il voit d'abord les rires changer de nature. Il y a des rires inquiets, des rires surpris, mais c'est fini. Le rire complice avec l'employé qui cogne sur le patron, c'est fini. C'est vraiment les 3 ou 4 premières minutes du récit. Et petit à petit, tu vois les rires changer, et ces rires changent en fonction du désir des spectateurs d'avoir une explication. Qu'est-ce que c'est que ce type? Qu'est-ce qu'il veut? De quelle nature est ce « I would prefer not to » qui est l'obsession même du notaire, de comprendre le refus de Bartleby. Or, précisément, Bartleby, d'une certaine façon, ne refuse rien. Il cesse de jouer. Il ne joue plus. Or, l'explication fait absolument partie du jeu. Il ne donne aucune espèce d'explication. Et du coup, il faudrait savoir ce qu'on mettrait sous l'adjectif politique, mais en l'occurrence, la réaction du public tisse un système de compréhension du texte où on s'aperçoit que les gens sont assoiffés de sens. Il leur faut du sens. Et Bartleby n'en donne absolument pas. Mais tout comme la société dans laquelle nous vivons en ce moment n'en donne absolument pas. Qu'est-ce que c'est que cette Europe qui n'est pas une Europe des peuples? Qu'est-ce que c'est? Quel sens ça a, cette Europe qui refuse l'Europe culturelle, qui refuse donc la communication entre les gens? Quel sens? Ça n'a pas de sens. C'est dans le camp d'en face, on est dans la volonté, dans le désir absolu, contrairement à Bartleby. Mais le sens disparaît vraiment, a disparu vraiment. Et donc de ce point de vue, oui, le rapport avec le public dans le Bartleby était implicitement un rapport politique. Et les gens, quand ils te coincent dehors, en dehors du théâtre, ils veulent tous une explication. Et d'ailleurs, ils en donnent une. Ils ne supportent pas qu'il n'y ait pas d'explication. Alors ils te disent c'est un schizophrène. Ou alors ils te disent non, c'est une syphilis évoluée, les toubibs. Et les gens très simples, qui n'ont pas de culture, donnent des explications anecdotiques. Tiens, un vieux monsieur qui me dit « Ah, moi j'ai longtemps pensé, en vous écoutant lire, que Bartleby était le fils caché du notaire. » Why not? Il a besoin de sens. Ou un autre, une fille qui dit « Non, moi j'ai compris, je me suis longtemps demandé, j'ai cru que Bartleby ne savait pas lire. » Il dit « Comment ça ?» Oui, il savait écrire,
mais il ne voulait pas collationner parce qu'il ne savait pas lire. Tu dis, mais comment cette idée absurde peut naître dans l'esprit de quelqu'un qui était parfaitement normal par ailleurs, simplement parce qu'elle avait besoin de sens. Et d'une certaine façon, pour la comparaison entre Bartleby et mon frère Bernard, Bernard avait ce côté-là. Il ne donnait pas beaucoup d'explications. Sylvia, tu as lu Bartleby, j'imagine. C'est un texte qui te touche ou qui te met dans la même situation. Non, letto. Non, je ne l'ai pas lu. Ah, je vais te le donner, je l'ai en italien. Ah, ok, grazie. Però sono molto curiosa. Mais je suis très curieuse. Alors, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais un peu terminer, si bien sûr, parce que, bon, évidemment, Daniel il a fait l'éloge de tes livres, de tes romans, de ton écriture, de ton énergie. On est tous d'accord, bien entendu. Mais d'ailleurs, un point commun qu'elle a avec Flaubert. Une de mes élèves, à qui je faisais Madame Bovary, je leur avais lu la correspondance, parce que les gosses, évidemment, non, monsieur, c'est chiant, monsieur. Oh, Madame Bovary, monsieur, c'est chiant, arrête. Alors je leur lis la correspondance de Flaubert. Je dis, c'est vrai, vous allez peut-être vous emmerder pendant quelques temps avec Madame Bovary, mais lui, 56 mois. Et voilà ce qu'il en écrivait. Et Flaubert écrit dans sa correspondance, quelque part, il dit, j'en ai par-dessus la tête de cette conne qui prend son cul pour un cœur. Alors là, quand même, le pitch de Madame Bovary, et une de mes gamines, en classe, me dit, ouais, tout ça, c'est du baratin, faudrait peut-être redevenir sérieux. Moi, je sais ce qu'elle a, Emma. Alors là, évidemment, silence total. Et je sais pourquoi, même si Flaubert l'a jamais écrit nulle part, Madame Bovary, c'est lui. Alors, tu penses le suspense? Moi, il dit, ah oui, elle a trop d'énergie. Et c'était absolument vrai. Le problème d'Emma, c'est un surcroît d'énergie. La question qu'elle soit conne ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a une énergie inemployée. Et cette énergie inemployée, c'est très exactement ce qui tourmente quantité de mômes et de jeunes gens aujourd'hui qu'on leur propose du rêve sans perspective. Je sens ça. On vit dans une société où les gosses sont des cocottes minutes. Ils sont tous, de ce point de vue, ils ressemblent tous à Emma. Et cette gamine avait l'intuition de ça déjà, quand elle m'a répondu ça. Je trouve ça... Et les bouquins de Sylvia, Marina Bellezza, par exemple, c'est un roman... Il y a un personnage là-dedans, mais merveilleux. La gamine qui veut réussir dans la chanson. Elle veut devenir, comment elle s'appelle, la Canadienne? Céline Dion. Voilà, c'est un rêve. Elle veut devenir Céline Dion. Mais l'énergie, la façon dont Sylvia décrit l'énergie mise en œuvre pour réaliser ce rêve absolument irréalisable, c'est magnifique. Et c'est l'état d'esprit de quantité de nos gosses, vraiment. Pendant que les bourgeois, eux, rêvent du retour à la terre. Et c'est le personnage, mais c'est ça que c'est dans Marina Bellezza. Il y a un garçon très bien élevé, le fils d'un notaire, qui va être en rupture de ban contre son papa. De quoi il rêve? Du retour à la terre. Et de quoi elle rêve, la petite prolotte? La petite du Lumpen, elle rêve de devenir Céline Dion. C'est-à-dire d'être un super objet de consommation. Chacun se rêve. Sylvia, non, je voulais un peu conclure, parce que je disais tout à l'heure, Daniel a fait plein d'éloges, mais moi je voulais te poser la question par contre sur les livres de Daniel. Qu'est-ce que les livres de Daniel, parce que tu les as lus, tu nous l'as dit, tu les as aimés, qu'est-ce qu'ils t'ont appris en tant qu'écrivain? Est-ce qu'ils t'ont donné quelque chose pour ton travail d'écrivain? Tu en as tiré quelque chose ou pas? C'est une demande. Quelle question? Énorme. C'est énorme comme question. Lui può parlare dei miei libri, io non posso Lui, il parlare. peut parler de mes livres, mais moi, je ne peux pas parler des siens. Non, tu peux très bien parler de ses livres.
Però voglio dire qualcosa, io mi sento davvero una lettrice, non voglio essere una critica, non mi sento di poter essere la sua critica, appunto. Moi, je me sens avant tout lectrice, je me sens pas d'être votre critique ici. Però voglio dire una cosa che mi preme molto e riguarda il bisogno dei ragazzi che Daniel Pennac conosce bene. Moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est ce besoin qu'ont les jeunes, que Daniel Pennac connaît bien. Che è un bisogno di maestri. C'est le besoin d'avoir des maîtres. Che è esattamente quello che è tramontato in questo momento storico, l'idea che ci sia qualcuno che ti accompagna. Et à ce moment historique, c'est ce qui ressort le plus, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne. Che si assume la responsabilità di indicare una strada. Qui prend la responsabilité de t'indiquer une voie à suivre. Che tu puoi seguire o no, però hai bisogno che quella strada sia indicata. Tu peux la suivre ou pas, mais tu as besoin qu'on te l'indique. Ora, Daniel Pennac ha chiaramente creato un mondo con le parole. Et c'est sûr que Daniel Pennac a vraiment créé un monde avec les mots. E questo fa lo scarto tra un servizio alla realtà, che è il mio, e un servizio enormemente più grande alla realtà, che è il suo. Et ça, finalement, ça montre le lien peut-être qu'il y a, mais aussi l'écart entre ce service que je rends à la réalité, moi, mais ce beaucoup plus grand service que rend Daniel Pennac à la réalité. E si sente però nella sua scrittura, on le sent dans son écriture, o almeno io l'ho sempre sentito, en tout cas moi je l'ai toujours senti, il fatto che lui abbia insegnato. Et on ressent qu'il a enseigné. Che tra parentesi era quello che volevo fare io. Et entre parenthèses, c'est aussi un métier que je voulais faire. E in questo posso dire a conclusione che tutto ciò che io ho sentito e ho mitizzato in lui prima di conoscerlo. Et pour conclure, je pourrais dire que tout ce que j'ai ressenti en lui et que j'ai un peu mythifié avant de le rencontrer, si è rivelato follemente reale. C'est révélé complètement de façon folle, très réelle. Il giorno in cui io mi sveglio un mattino, accendo il computer, je me suis réveillée un matin, j'ai allumé mon ordinateur, apro la posta elettronica et j'ouvre ma boîte de réception e trovo una mail di Daniel Pennac. Quand j'ai trouvé un mail de Daniel Pennac. E vi assicuro che è così raro. Et je vous jure que c'est tellement rare che qualcuno paragonabile a Daniel Pennac si possa occupare di una che ha scritto un solo libro nella sua vita. Que quelqu'un comme Daniel Pennac puisse s'occuper d'une personne qui n'a écrit qu'un seul roman dans sa vie. Per cui lui diventa per me un assunto fondamentale, la concretizzazione di un assunto. Et c'est pour ça qu'il est devenu finalement comme la concrétisation d'une affirmation pour moi. Che scrivere è anzitutto uno stare al mondo. Qu'écrire est avant tout une façon d'être au monde. Un guardare gli altri. Regarder les autres. Merci beaucoup. Merci à Silvia Vallone, Daniel Pennac. Merci à Valentina pour la traduction. Merci à vous pour votre attention. Bonne soirée. Lisez-le, lisez.